Alors, on poursuit. Monsieur le chef de l'opposition. On parle maintenant on parlait de l'amélioration de la qualité de l'air. On va pouvoir parler de l'amélioration de la qualité des rues à Montréal. Je pense que tout le monde reconnaît à Montréal le défi particulier qu'on a avec nos routes. Ce n'est pas un secret, c'est quelque chose qui a été maintes fois repris et redit par différentes administrations dans le passé. Et évidemment, une conséquence de cela, d'un sous-investissement historique, a été la qualité de nos routes, et avec les conséquences à cela qui sont les nids de poules. Ce qu'on ne sait pas, ou bien ce que nous, on ne savait pas jusqu'à tout récemment, c'est qu'à travers la loi des cités et villes, il y a eu en 1992 une adoption d'une clause assez particulière pour toutes les villes, à l'effet que les villes sont exonérées de tout dommage causé sur la voirie pour des dommages débris en lien avec des pneus et des systèmes de suspension. C'est comme assez particulier. Ça veut dire que pour toute autre pièce d'un automobile ou bien d'une bicyclette, on pourrait techniquement être responsable à travers certains critères, certaines jurisprudences. Mais pour les pneus et pour les systèmes de suspension, il y a une exception attitrée. Et comme par hasard, on apprend de CA Québec, les deux pièces d'automobile, en tout cas, qui sont les plus affectées par les nids de poules sont les pneus et puis les systèmes de suspension. Pour nous, c'est vraiment fondamentalement un enjeu de justice auprès de nos concitoyens. Si en 1992, cette exemption n'avait pas été incluse, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait jamais eu l'opportunité de discuter de cela parce que, tout simplement, ça ferait partie de notre cadre juridique sur ces enjeux-là. On ferait face à ces enjeux-là. Mais on a l'opportunité aujourd'hui, justement, d'envoyer un signal fort, de demander à Québec de revoir cette disposition et de la changer, de faire en sorte que, effectivement, les villes, Montréal, seraient responsables lorsque les citoyens obtiennent ou bien ont des dommages sur la condition de voirie dans des conditions assez particulières. Et nous, comme j'ai dit, pour nous, on pense que cette situation est profondément injuste. On pense qu'on a une possibilité de corriger cela, de reconnaître l'imputabilité des villes sur ces enjeux-là, reconnaître un certain niveau de respect auprès des citoyens qui, malheureusement, sont affectés par les bris causés par la mauvaise condition de la voirie. Maintenant, on reconnaît tous que, suite à des sous-investissements historiques, il y a un rattrapage important à faire. Ça a amorcé depuis plusieurs années. Cela continue à différents degrés, évidemment, la façon qu'on veut le voir, mais on ne va pas parler de cela aujourd'hui, sur ce point en tout cas. Mais on pense que, de façon collective, on doit envoyer un signal de reconnaissance que ou bien on est responsable ou bien on ne l'est pas. On ne peut pas être responsable pour la carrosserie, pour le tuyau d'échappement, pour les jantes, pour les roues, et ne pas être responsable pour les pneus et les systèmes de suspension. C'est incohérent de dire on est partiellement responsable dans certains cas que dans certains d'autres. Et ce n'est pas nécessairement à la faute du citoyen ou de la citoyenne. Des fois, c'est malgré eux. Même s'ils font attention, ils n'ont pas le choix que de les frapper. Donc pour nous, c'est une évidence qu'on devrait aller de l'avant. On sait que l'administration a émis certaines réserves. Pour nous, c'est une question de principe de fond et j'espère avoir l'appui de cette enceinte. Je vous remercie. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame Lattanzio, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais m'attarder sur la question du délai dans cette motion. Donc, on voit aussi et on lit dans la loi qu'un citoyen dispose d'un délai de 15 jours pour signifier son avis de réclamation de dédommagement contre la Ville. 15 jours seulement pour accumuler des preuves préliminaires, des avis juridiques préliminaires et ou des expertises préliminaires, des estimations de coûts de remplacement, des coûts de réparation, etc., y compris l'obtention de toute information relativement au processus de contestation. Bref, c'est un délai extrêmement court
D'autre part, si on compare, pour un billet de stationnement ou une contravention routière, un citoyen dispose d'un délai de 30 jours pour envoyer son plaidoyer. On ne peut que déduire que le court délai présentement dans la loi agit comme un moyen pour décourager un citoyen de demander un dédommagement pour une réclamation qui pourrait possiblement être bien fondée. Alors donc, dans cette motion, nous ne faisons que demander aux législateurs québécois d'étudier cette possibilité et d'y apporter toutes les modifications et amendements nécessaires pour le bénéfice des Montréalaises et des Montréalais. Merci. Merci, Mme Lattanzio. Monsieur Ouellette. Alors, merci, Madame la Présidente, sur cette motion fort intéressante. Écoutez, on est parfaitement conscient que cet hiver a été très difficile pour tout le monde. C'est pas une nouvelle. Il y a eu, au niveau météorologique, par exemple, on a eu 15 redoux. On a eu 150 mm de pluie, alors que normalement c'est 87. On a eu aussi des refroidissements extrêmement sévères. Ce genre de cocktail météo, évidemment, est problématique au niveau des opérations d'éneigement, mais aussi problématique au niveau des opérations de nid de poule. Surtout quand on a une chaussée qui est en mauvaise condition. Pourquoi la chaussée est en mauvaise condition? Bien, écoutez, essentiellement parce qu'il y a eu un sous-investissement chronique pendant des années et des années. Il y a eu un certain rattrapage au cours des dernières années, mais on est encore loin de ce qui est optimum. Par contre, notre administration investit massivement au niveau des infrastructures routières également, au niveau des trottoirs également, et on va là-dedans, et on utilise entre autres des programmes assez performants de maintien et prolongement de l'actif, notamment le PCPR, que vous dites tout le temps qu'on ne devrait pas utiliser, ou qu'on ne devrait plus utiliser. L'autre chose également qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas inactif du tout face au nid de poule. Il faut savoir que quand on décide de colmater le nid de poule, c'est l'intervention qu'on pourrait dire palliative. Dans le fond, c'est vraiment c'est la dernière intervention quand toutes les autres étapes auparavant n'ont pas pu être faites. Et souvent, en plus, quand on est en plein milieu d'hiver, quand on remplit certains nids de poules, bien, on sait des fois que ça ne sera pas aussi permanent, aussi durable que quand on remplit des nids de poules de façon mécanisée ou avec rouleau plus tard dans l'année, de par la qualité de l'asphalte et surtout la température de la chaussée. Donc, on essaie toujours de faire ça en dernier recours. Par contre, vu qu'on ne peut pas laisser un nid de poule présent, parce que ça cause quand même des problèmes de sécurité, notre administration a même augmenté les budgets reliés à ça, et surtout, en fait, les équipements, les machineries spécialisées qui sont capables justement de très rapidement se déployer sur le terrain et d'être capables de façon assez performante corriger les nids de poule. On est rendu à 14 machines spécialisées, un budget de 3,5 millions de dollars. On a aussi toutes les équipes d'arrondissement. Je ne sais pas pour votre arrondissement, mais moi, il était dans la rue, dans mon secteur hier. Je les ai vus hier matin. Donc, c'est tout le monde ensemble, on est capable de faire ça, mais ça prend des conditions qui sont propices. Il y a eu tellement, par exemple, de pluie, on ne peut pas évidemment faire des nids de poules quand c'est à la fois très pluvieux ou très froid. Au niveau de ce que vous demandez, écoutez, on trouve ça un peu particulier. Vous demandez, regardez, on devrait, comme ville, aller demander à Québec de changer des règles pour l'ensemble des municipalités québécoises. Bien, écoutez, dès que votre proposition de motion est sortie, l'UMQ immédiatement a dit non, nous, on ne veut pas ça. Donc, je ne sais pas si vous les avez appelés avant. Ça a peut-être été sympathique parce que vous voulez que nous, on force Québec à adopter quelque chose qui va affecter l'ensemble des municipalités. Même chose également au niveau du MTQ. Le MTQ n'a pas semblé du tout intéressé par vos propositions. L'autre chose qui n'est pas mentionnée, c'est tout aussi le processus pour alourdir la cour municipale. Écoutez, on ne veut pas complètement jammer, là, comment on dit ça? Embourber, merci. On ne veut pas du tout embourber la cour municipale de cas, de petits cas qui peuvent prendre énormément de temps et aussi que le fardeau de la preuve peut être extrêmement complexe.
Et ce que vous demandez aussi, bon, j'étais pas là à l'époque quand le législateur a décidé d'exclure ça, mais on peut s'imaginer à quel point ça peut être difficile de dire, ben, regardez, c'est tel nid de poule qui a fait en sorte que mon véhicule s'est endommagé. Est-ce que c'est pas, imaginons par exemple un conducteur de Laval qui a eu un pépin à Laval, il arrive à Montréal ou même encore sur les autoroutes qui n'appartiennent pas à Montréal, il dit non, non, ben, regardez, c'est à cause de la faute de Montréal. Donc là, vous demandez que les Montréalais payent pour possiblement des dégâts qui sont causés par l'entretien des routes à l'extérieur de l'île, au niveau des non-Montréalais. L'autre chose, c'est après ça, au niveau de tout le fardeau de la preuve. Comment faire pour dire que, ben, regardez, non, non, c'est vraiment ça, et que c'était pas déjà l'état du véhicule, ou encore des comportements qui ne sont pas acceptables. Écoutez, si un véhicule roule de façon de beaucoup supérieure à la vitesse permise, après ça, ne voit pas le nid de poule à temps, a un problème mécanique, bien, écoutez, est-ce que c'est légitime que la Ville de Montréal, que l'ensemble des payeurs de taxes, incluant une bonne partie de la population qui n'a pas du tout de véhicule, rembourse ce genre d'équipement-là pour quelqu'un qui a eu au point de départ un comportement à risque dans les rues de Montréal? Mais ce qui est le plus, ce que je dirais, ce qui est le plus particulier de cette motion-là, c'est le fait que, M. Pérez, vous étiez responsable des infrastructures. En plus, vous êtes avocat de formation. C'est bizarre, hein? Il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on voit ici. C'est comme, bon, on était au pouvoir. On avait peut-être des bonnes idées, mais mon Dieu, on ne voulait pas les dire. On les gardait pour nous. Et que là, quand on arrive dans l'opposition, ben là, ben regardez, on va en sortir quelques-unes comme ça, voir si ça fonctionne. Hein? Même si on dit, on va demander à Québec de tout changer, sachant pertinemment que l'UMQ va être contre. Et probablement le ministère du Québec pour se protéger lui-même au niveau de Transport Québec. Mais l'autre chose, et l'autre chose aussi, regardez là, nous, on préfère investir de l'argent pour vraiment améliorer le confort de tous les Montréalais. Et je vais vous donner juste un exemple. Le boulevard Gouin, là, dans Rivière-des-Prairies, parce qu'il est très long, le boulevard Gouin, il faut dire, bon, dans quelle section on parle. On va parler de Rivière-des-Prairies. Depuis des années, il est dans le top 10 des pires routes du Québec. Il a même atteint le numéro 1. C'est bizarre. On n'était pas au pouvoir ces années-là, puis ça arrivait tout le temps dans le pire palmarès. On arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'agir et le chantier va commencer cet été. Donc, et c'est vraiment ça, je crois que c'est ça que les Montréalais s'attendent, c'est-à-dire qu'on investisse dans les routes plutôt qu'essayer d'embourber le système de la Cour municipale avec une procédure qui est extrêmement complexe. On veut essayer de régler le plus possible les problèmes à source et c'est exactement ce qu'on fait depuis notre arrivée au pouvoir. Merci. Merci, M. Ouellet. La parole à M. Rotran. Thank you, Madam President. It seems to me there's something missing that would have attracted the majority party. Mr. Perez should have had something about extending the same rights to cyclists whose wheels are bent out of shape. That certainly would have attracted Mr. Ouellet's attention. I mean, can you imagine trying to have drivers being able to be compensated for damage to their vehicles because of poor quality city roads? It's hardly a winning formula to attract Proche et Montréal to your side. I would have put in that sweetener of, bicycles on bike paths. Avoir dit ça, c'était à une époque la règle à Montréal. S'il y a dommage sur les rues et artères de la ville, qu'effectivement, on peut faire une réclamation contre la ville. Ce n'est pas à dire que la ville a toujours payé. Il y a certains paramètres et un adjusteur de la ville a enquêté chaque cas. Le système a été changé. Ça commence avec Brian Mulroney qui a décidé qu'il veut réduire les déficits fédéraux. Il a donné toutes sortes de responsabilités aux provinces, sauf il n'a pas donné l'argent aux provinces. Et toutes les 10 provinces à faire la même chose. Ils ont donné plus de responsabilités aux municipalités sans de nous donner les moyens de le faire. Mais au Québec, les gouvernements sont doux et justes. Il a dit, on comprend, vous ne pouvez pas répondre à vos mandats, on va vous donner quelques bonbons. Et une de ces bonbons est de nous déresponsabiliser
de la qualité de nos chaussées. Effectivement, sauf pour la grosse négligence, on n'est pas coupable. Et effectivement, on peut sauver 750 à 1 million de dollars par année, ajusté chaque année pour inflation. La question est, est-ce que c'est juste et c'est quoi la pratique ailleurs? Si on regarde à Toronto, on apprend relativement rapidement que les règles qui sont appliquées à Montréal à certains temps appliquent là-bas toujours. Sur le site web de la ville de Toronto, c'est dit que comme automobiliste, si vous frappez une nid de poule et vous avez des dommages prouvables à votre véhicule, vous pouvez faire une réclamation. When making a claim against the City of Toronto for pothole damages, it's important to note that the City will not be responsible for your property damage if it has met the provincial minimum maintenance standards for highways in the City of Toronto, Ontario Regulation 612-06, Minimum Maintenance Standards for Highways in the City of Toronto. Il y a une obligation noir et blanc, et si Toronto ne répond pas, personne ne peut avoir une réclamation. Et j'ai lu tous les articles dans les journaux de Toronto pour voir qu'est-ce que la chose. 50% des fois, les gens gagnent contre la ville de Toronto. Je pense que c'est juste, c'est créer une balance. Madame Présidente, maybe it's only because I'm getting older, but I seem to remember the roads used to be a lot better in Montreal when I was younger. I don't want to imply that's only because the city used to have to pay when it didn't fix the roads, but I think it's kind of an incentive anyways. Donc, Madame Présidente, je ne pense pas que c'est déraisonnable, la position de M. Perez. Je dois dire, pour être complètement transparent, que Toronto ne donne pas 30 jours. Il donne seulement 10. Mais il y a des autres villes au Canada qui ont la même politique que Toronto, qui donnent 15 ou 20 jours. Et 30 jours est pareil comme une chute sur les trottoirs pour un piéton. Donc, il y a des gens qui pourraient avoir des dommages, qui doivent prouver leur cas, aller voir leur garagiste. Ça peut prendre facilement 2-3 semaines avant qu'ils répondent avec une réponse à la ville. Donc, l'idée d'aller à 30 jours, bon, on peut discuter, mais ce n'est pas déraisonnable non plus. Je termine disant qu'il faut être ouverte à la justice de cet argument. J'ai entendu M. Ouellette et il a seulement dit, bon, c'est quoi va être les impacts financiers, je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive s'il frappe une nid de poule sur le pont entre Laval et Montréal? Peut-être c'est leur responsabilité, pas la nôtre. I mean, these are red herring arguments to try to prevent the city taking a more responsible position. I will tell you, I believe the polls. Je crois les sondages. 75% des Montréalais appuient l'idée derrière ces motions. Merci. Merci, M. Rotran. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. En droit de réplique. Donc, j'ai eu la chance d'entendre les interventions de M. Ouellette ainsi que M. Rotran. Je pense d'abord, j'aimerais rassurer M. Rotran que l'exemption, l'exonération en vertu de la loi, elle s'applique et aux automobilistes et aux cyclistes. Et notre motion vise les deux également. On vise éliminer cette exonération pour tous les usagers de la route, donc pour les cyclistes ainsi que pour les automobilistes. Ça a été clair lors de notre présentation. Et donc, oui, on espérait avoir l'appui de Projet Montréal sur cet enjeu-là. Mais qu'est-ce qu'on a entendu comme argument contre? Premier argument, c'est Ninipool, c'est vraiment une mesure palliative de dernier recours. Et puis cet hiver, on a eu un hiver qui était quand même très rude, beaucoup de variations. Exact. Mais on le dit depuis au moins 1 ou 2, sinon plus d'années, comme quoi cette variation, elle va qu'augmenter avec le changement climatique. Donc, ça va faire partie du nouveau normal pour les hivers à Montréal. Et donc, il faut réagir en amont, être préparé. Il faut être imputable auprès de la population. Il faut respecter la population, tous les usagers de la route, justement. Et il faut dire que, est-ce qu'on est responsable, oui ou non, pour la condition de nos rues? C'est aussi simple que ça. Si on l'est, on ne devrait pas avoir peur, on devrait aller de l'avant et demander à Québec de changer la loi. Deuxième argument de la part de M. Ouellette, vous savez, on demande à Montréal de demander quelque chose pour tout le Québec.
ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Je m'excuse. À qui est-ce que nous, on est imputable? On est imputable auprès de notre population, de nos citoyens et citoyennes. Et si effectivement on doit demander quelque chose pour un changement à cet égard, on peut le faire. Maintenant, si l'administration veut appliquer le réflexe Montréal sur cet enjeu-là, moi, j'aurais aucun problème. S'il y a un amendement qui veut être venu pour dire on veut limiter seulement ça à Montréal, ça serait bien volontiers. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Parce que si c'était le cas, s'il y avait une volonté d'aller avant, on pourrait incorporer cet amendement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Je ne pense pas. Le fait que l'UMQ et l'MTQ ont refusé, ce n'est pas nécessairement une référence. Eux, ils vont représenter les villes, ils vont représenter l'élément financier. On ne veut pas s'ajouter de la pression. Alors pour nous, on pense qu'au contraire, on devrait le faire. Maintenant, le prochain argument que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va jammer le système judiciaire de la ville de Montréal. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire la différence des preuves? Si je comprends bien, si c'est un dommage à un pneu, c'est difficile à faire la preuve. Mais si c'est un dommage à une jante, où on est responsable, ça c'est plus facile. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? C'est ça l'argumentaire. L'argumentaire, c'est que non, on ne veut pas trop en mettre. Peu importe si c'est la bonne chose à faire. Oui ou non, c'est la bonne chose à faire, c'est qu'on ne veut pas jammer, on ne veut pas alourdir le système des cours. Je m'excuse. Si on est pour la justice, si on est pour l'équité, si on est pour la responsabilité, on n'aura pas peur de faire cette preuve-là. D'autant plus que la grande majorité de ces cas-là, ils sont négociés par réclamation. Ça ne se rend même pas au système judiciaire municipal. Ce sont les exceptions des exceptions à ce stade-ci. Prochain argument, c'est qu'on préfère mettre de l'argent dans le confort. Je pense que tout à fait, mettre de l'argent pour les nids de poules. Parlez-en aux automobilistes, aux cyclistes, parlez-en aux personnes à mobilité réduite, parlez-en aux piétons, parlez-en aux aînés, et puis ils vont tous vous dire que ça fait partie pour un enjeu de sécurité. Un enjeu de sécurité, particulièrement la nuit, où on n'a pas la même capacité de voir les choses. Alors je m'excuse, mais c'est absolument nécessaire de le faire pour des raisons. C'est pour ça que des fois, on le fait en hiver, sachant qu'ils ne vont pas nécessairement durer, mais pour des raisons de sécurité publique, on va le faire des opérations. Dernier point, concernant le budget là-dessus, le budget de 3,5 millions de dollars, il est là depuis quelques années. C'est moi qui l'avais doublé. Avant, au début, notre demande était 1,75. Il est vrai qu'il y a plus de machines avec le nouveau contrat. Ça, c'est vrai. Mais le budget est aussi là. Et puis moi, je vous dis qu'on peut en rajouter. On parle du central, on parle des 180 à 200 000 dollars qui vont couvrir ce 3,5 millions de dollars, mais il y a aussi d'autres sommes dans les arrondissements. À Montréal, bon an, mal an, entre les arrondissements, réseau local et réseau artériel, sans doute, on va colmater, je dirais, 400 000 nids de poules. Sans problème. C'est énorme. Et on doit absolument trouver d'autres outils pour se mettre de la pression. Mon argument favori, c'est que Lionel Pérez, vous auriez dû le faire quand vous étiez au pouvoir. Ma réponse à ça, c'est aussi simple. On n'avait pas une aussi forte opposition qui nous amenait des bonnes idées. C'est aussi simple que ça. Si vous nous aviez apporté cette idée, on aurait été challengé, on aurait eu la chance de réfléchir et de dire peut-être ils ont un point là-dessus. Mais malheureusement, l'opposition proche de Montréal n'était pas aussi forte que l'opposition d'ensemble Montréal. C'est ça le problème. Puis, honnêtement, quand j'étais au pouvoir, je n'étais pas au courant de cette exemption particulière. Honnêtement, je n'étais pas au courant. Je sais que c'était un fardeau difficile. C'est seulement suite à ayant un peu plus de temps en opposition, où on a la capacité de faire un peu plus de recherche, que finalement, on a pu découvrir cela, suite à beaucoup d'interventions de nos citoyens et citoyennes. Alors moi, je pense qu'au contraire, vous devrez nous remercier d'apporter d'aussi bonnes idées. Et l'implication, le sous-entendu de M. Ouellet, c'est que c'est une bonne idée. C'est ça la meilleure des choses. Il reconnaît que c'est une bonne idée d'aller de l'avant avec cette motion, mais parce que peut-être ça va coûter un peu trop cher, parce que ça va heurter l'UMQ, ça ne vaut pas la peine de le faire. Je m'excuse. On est imputable, on n'est pas imputable. On doit se mettre de la pression collective.
On doit se mettre la pression pour justement, à la fin de l'année, dire comment ça se fait, est-ce qu'on a dépensé $1 million pour payer des dommages, des bris aux usagers de nos rues. Il faut qu'on se mette de la pression. On va mettre non seulement dans le PTI, mais également dans l'entretien préventif. Il y a un sous-investissement dans l'entretien préventif. Parlez-en en service. J'ai commencé à colmater cette problématique avec le PEMIR. Le PEMIR, c'était un premier pas, ce n'était pas suffisant, je le reconnais. Alors nous, on va continuer à aller de l'avant, on va continuer à apporter des idées innovatrices, innovantes, intéressantes, pour justement s'assurer que tout se fasse dans le meilleur intérêt des Montréalais. J'invite cette enceinte à effectivement appuyer cette motion qui est, d'après les citoyens montréalais, un des enjeux les plus préoccupants à date. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Lattanzio, je demande le vote nominal, s'il vous plaît. Monsieur le leader. Ben, j'allais faire la même demande, mais d'habitude, c'est la personne qui s'oppose qui demande le vote, non pas la personne en faveur. La personne en faveur espère que ça sera adopté à l'unanimité. Alors, merci, Monsieur le leader. Alors, on va faire sonner les cloches et ouvrir les portes. Merci beaucoup. On va fermer les portes. Alors, je vais vous demander le silence pour le vote nominal sur la motion 65.02. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Bonanovic, Madame Tuillier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boisvin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Lattanzio, Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran, Alors, pour 23 contre 39, la motion est rejetée. Nous allons ouvrir les portes.
Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec la prochaine motion au point 65.03. Madame Rossi, à vous la parole. Alors, merci, Madame la Présidente. Effectivement, dans le cas de la 6503, on va faire circuler une motion dans laquelle nous nous sommes entendus avec l'administration au sujet de la biosphère. Alors, ils vont vous passer la motion. Alors, bien entendu, vous savez que la biosphère est un peu, on peut dire, en décrépitude et son nombre d'employés a été grandement coupé. De 45 en 95, on en est rendu à moins de 7 actuellement. On la laisse s'éteindre à petit feu. Nous pensons qu'il s'agit du devoir de la Ville de faire pression sur le gouvernement fédéral ou de négocier pour lui faire regagner le statut qu'elle a perdu. Il est aussi primordial d'entreprendre une réflexion sérieuse sur le rôle de la biosphère afin d'éduquer des générations. Montréal est la seule ville à avoir qui a ce genre de musée de l'environnement en Amérique du Nord. Rappelons-nous la journée du 15 mars dernier, à travers le monde, ils étaient des millions, et à Montréal des milliers, à défiler dans les rues pour demander à nos dirigeants d'agir pour lutter contre le changement climatique. La jeune génération est mobilisée, elle veut faire une différence. Le but de la motion est donc double. On veut sauver la biosphère et donner une vocation importante à ce bâtiment, mais surtout mettre en valeur le statut de Montréal comme plaque tournante de lutte au changement climatique et comme lieu d'innovation planétaire. La biosphère, ce n'est pas qu'un dôme, c'est un symbole que l'on se doit de préserver. Nous savons qu'il y a consensus dans le milieu culturel. Et à cet effet, il y a eu des consultations publiques sur l'avenir du parc Jean-Drapeau tenues en automne dernier. Et il comportait, dans cette consultation publique, il y a un volet mis en valeur de l'Expo 67, du legs de l'Expo 67 qui était mis en valeur. Et des mémoires ont été déposées par Culture Montréal, par Héritage Montréal, par l'Institut Buckminster Fuller et des firmes d'architectes, pour ne nommer que ceux-ci. La mise en valeur de la biosphère et de son offre éducative en environnement. Alors, le rapport final, bien sûr, de l'OCPM sera livré, mais on s'attend à ce qu'il y ait des recommandations dans ce sens-là. Alors, il est minuit -1. Le bail vient à échéance le 31 décembre 2019. Nous savons aussi que l'administration a exprimé son souhait de préserver la valeur scientifique patrimoniale de la biosphère. À cette motion, nous tendons donc la main à tous les élus du Conseil et nous demandons qu'un message fort soit envoyé, d'une part au gouvernement fédéral afin de conscientiser sur la nécessité d'une action forte pour la biosphère et d'autre part à la société civile qui s'est exprimée, comme je le disais, à travers les consultations qui ont eu lieu par l'OCPM sur le parc Jean-Drapeau, afin de lui dire que les élus montréalais partagent ses préoccupations. Et je vais vous lire la motion. Alors, motion officielle, motion non partisane pour assurer l'avenir de la biosphère. Attendu que la biosphère, ex-pavillon des États-Unis, est un legs de l'Exposition universelle de 1967. Attendu que la biosphère est aujourd'hui l'une des structures les plus emblématiques du patrimoine bâti et représente une partie importante de l'histoire de Montréal. Attendu que la biosphère a été transformée en musée de l'environnement en 1995 avec un bail octroyé au gouvernement fédéral prenant fin le 31 décembre 2019. Attendu que le musée de la biosphère est passé de 45 employés en 1995 à 31 en 2013 et puis à 7 aujourd'hui, et que le programme éducatif pour la jeunesse ont été abandonnés faute de financement. Attendu qu'aucune entente n'est conclue entre le gouvernement fédéral alors qu'il ne reste qu'un peu moins de 10 mois avant la fin du bail de la biosphère. Attendu que lors de la consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal sur l'avenir du parc Jean-Drapeau, tenue à l'automne 2018, l'architecte Philippe Lupien a déposé un projet de musée et l'Institut Buckminster Fuller a exprimé
sa volonté de voir la biosphère devenir un centre d'innovation planétaire de renommée mondiale. Attendu que la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Culture Montréal, Héritage Montréal et le Conseil régional en environnement de Montréal ont adressé une lettre au premier ministre Justin Trudeau demandant d'assurer l'avenir de la biosphère. Il est proposé par moi-même et appuyé par M. Josué Corville et est-ce qu'il y a d'autres appuyeurs? M. Luc Ferrandez, que la Ville de Montréal poursuive les pourparlers déjà entamés avec le gouvernement fédéral pour en arriver à une entente qui assurera la pérennité financière à long terme de la biosphère, qui poursuivra la promotion de sa vocation environnementale, de son rayonnement local et international, tout en maintenant un accès public. Que la Ville de Montréal poursuive une réflexion en collaboration avec toutes les parties prenantes sur le rôle de la biosphère et de Montréal comme plaque tournante dans la lutte contre les changements climatiques et comme lieu d'innovation planétaire. Merci, Mme Rossi. Monsieur Fernandez. Attendu qu'il est 4 h moins quart. Attendu que tout le monde sait que je suis brillant. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je remercie l'opposition pour votre motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fernandez. Donc, la motion est adoptée. Nous poursuivons. 6504, M. Miali. Monsieur Miali? Oui? Oui? Ah, ton micro. Le micro de M. Miali, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, dans un souci d'amélioration continue, on a eu la chance, Monsieur le Président, de débattre de ce dossier en long et en large depuis le mois dernier. Nous avions aussi déposé un amendement pour référer le contrat de 175 millions d'adjudication à Suez pour le centre de compostage de l'Ouest, le CTMO. Nous avons donc déposé cette motion pour une question de donner l'heure juste au conseil municipal. On sait avant tout que la vérificatrice générale contribue à faire de Montréal une ville qui est surtout et avant tout bien gérée par ses employés, mais pour ses citoyens. Et nous pouvons nous servir comme instance du Conseil de l'expertise de la vérificatrice générale et tous ses auditeurs. Dans un objectif d'optimisation, de préservation de nos ressources, de s'assurer que les deniers de la ville et surtout la contribution des Montréalais à travers leurs taxes foncières sont dépensés de façon efficiente, efficace et qu'on en ait pour notre argent. C'est dans ce contexte-là que nous souhaitons que la vérificatrice générale reçoive un mandat et donc que le conseil municipal mandate celle-ci afin de vérifier l'ensemble de la stratégie et des plans d'affaires visant la création des centres de traitement de matières organiques pour respecter le plan directeur de gestion de matières résiduelles et les grands objectifs de gestion des matières résiduelles. On le sait, lorsque l'administration est allée de l'avant avec le contrat du CTMO de l'Ouest, elle a d'emblée remis en question le déploiement des autres CTMO et centres de biométhanisation, par évidemment celui de Montréal-Est qui devrait être adjugé éventuellement. Mais nous sommes témoins d'une explosion de coûts. Nous savons combien nous avons encore, lors de ce même conseil, augmenté d'un autre 35 millions
le présent règlement d'emprunt. 35 millions. On est passé de 2,95 à 330. Et donc, et ce n'est pas fini. Hein. On va revenir, ce n'est pas une prédiction, c'est une garantie. On va revenir à ce conseil-ci, demander encore à ce que nous augmentions les règlements d'emprunt pour éventuellement adjuger les autres projets. Donc, les audits de performance dont la vérificatrice générale se saisit ne sont que dans un souci d'amélioration continue, non pas de trouver le rôle de la vérificatrice générale est bien différent que celui de l'inspecteur qui est davantage un rôle d'enquête. La vérificatrice générale va s'assurer que le contrat de Suez est bien exécuté, que le volet du 3.1 de conception, de construction et d'exploitation est également, je pense que ne serait-ce que parce que c'est la première fois qu'on utilise ce genre de contrat-là, bien, il en va de soi que l'on doit se doter de mesures d'amélioration continue qui sont une assurance encore plus forte. De la même façon qu'on a entendu le collègue responsable, le président, du comité exécutif, dire que WSP venait donner une garantie. Mais moi, ma garantie, je préfère la recevoir de la personne la plus indépendante de notre instance municipale, soit la vérificatrice générale. Et donc, à cet égard-là, j'utiliserai les mêmes arguments du président du comité exécutif qui est venu justifier un contrat additionnel de 4 millions à WSP, et je comprends que c'est pour la construction du volet industriel. Par contre, pour suivre l'ensemble du déploiement des millions de dollars que nous allons investir dans les CTMO si nous irons de l'avant avec les 5. Mais vous savez quoi? Indépendamment si vous décidez en fin de compte de les construire ou pas, une chose est certaine, c'est qu'on va devoir investir des millions néanmoins pour offrir le service. Alors qu'on le donne à l'externe ou que vous décidiez ultimement si on va mener à terme le déploiement des 5 centres, une chose est certaine, c'est que cette stratégie devrait être analysée par la vérificatrice générale pour donner et surtout donner leur juste à ce conseil, ne serait-ce que dans un souci d'optimisation des fonds publics. Lorsque on dit, donc, on invite le conseil municipal, invite le comité exécutif, conformément à la loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets nécessaires à la vérificatrice générale, c'est normal. C'est je dirais, un dossier ad hoc, un mandat complet qui lui est demandé, qui va au-delà de ses activités normales d'audit de performance ou d'audit de contrôle. Et donc, c'est à cet égard que nous demandons un budget additionnel pour le bureau de la vérificatrice générale. Encore, nous avons l'obligation de protéger les centaines de millions de dollars qui s'en vont dans ce projet. Nous avons été témoins d'une valse de dossiers qui viennent un après l'autre avec un manque de concertation d'un mois à l'autre, et surtout, nous avons été témoins d'une explosion de coûts. Nous sommes aussi devant un contrat qui n'est pas un contrat habituel, soit de conception, construction et exploitation. Et pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus que la contribution, la surveillance et la sauvegarde de nos deniers passent par un mandat à la vérificatrice générale. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à appuyer cette motion. Merci beaucoup, M. Miali. M. Rotran. Monsieur le Président, je pense que malgré l'intervention de M. Doré hier soir, effectivement, dans le dossier de contrat WSP,
qui est connecté à l'ensemble de cette stratégie qui a commencé le mois dernier. Pour ce côté de la salle, c'est beaucoup moins que seulement une question de transparence, c'est une question de stratégie, ce qui a été adopté. Depuis plus qu'un mois, je pense qu'il y a un fort doute dans la population montréalaise concernant la stratégie. Jusqu'à actuellement, la seule chose que j'ai entendue de la mairesse dans ça est « we have to go forward ». Effectivement, ils sont collés sur une stratégie qui ne peut pas défendre en conseil, qui effectivement est basée sur une technologie que n'importe qui autre utilise, où les coûts sont plus élevés que toutes sortes de gestes posés ailleurs, qui donnent les meilleurs résultats à beaucoup moindre de coûts. Donc, ce point de vue n'est pas seulement repris par l'opposition officielle, c'était la position de l'équipe Barbe, le dernier conseil, et celles qui sont ici dans la dernière rangée, joindre par plusieurs journaux et journalistes montréalais, et selon ce que nous entendons sur les ondes, c'est le point de vue d'une large partie de la population montréalaise. J'ai quelques questions à poser. J'espère dans son intervention qui vient après les miennes que M. Parenteau peut répondre. Nous avons choisi de construire une usine qui va créer des composts. Le volume de cette usine, c'est moindre que l'usine que Québec va construire. À Québec, il va avoir le même volume de compost de nous autres, mais il va produire aussi, selon leur site web, 6,6 millions de mètres carrés de biométhane par année qu'il va utiliser. Et ça vaut beaucoup de l'argent. Nous, pour créer cette unique usine de compost, et nous avons toujours une stratégie de construire des autres et des usines de biométhanisation aussi, les coûts desquels on ne sait pas. Aujourd'hui, le règlement d'emprunt, c'est 330 millions de dollars, mais la Gazette prétend qu'effectivement, on est vraiment à 570 millions de dollars pour une stratégie que n'importe qui autre utilise. Hier, M. le Président, dans le débat sur WSP, j'ai déposé des documents qui viennent de Surrey, BC, où ils ont construit une usine state-of-the-art pour 68 millions de dollars, qui est plus large que la nôtre, qui produit aussi le gaz naturel, qui est utilisé pour l'ensemble de leurs camions tasseurs dans la région de Surrey et beaucoup des autres véhicules de service. Ma question à M. Parenteau, comment se fait que nous allons payer 175 millions de dollars pour une usine de compostage et Québec va créer une usine qui fait les deux fonctions et Québec paye seulement 64,3 millions de dollars. Je dois dire, comme j'ai dit hier, je ne sais pas si c'était clair à tout le monde, Québec est allé chercher l'argent fédéral et l'argent provincial. Comment nous n'avons pas le fait dans le contrat à Suez Service? Pourquoi, M. le Président? Pourquoi Québec est capable d'avoir une subvention de la province de Québec de 43,6 millions de dollars et le fédéral a donné 16,6 millions de dollars? Are they smarter than us or something? Peut-être il y a quelque chose qui n'était pas expliqué au conseil municipal. J'invite M. Parenteau de le clarifier pour nous autres, mais quand même, je pense que le niveau de doute dans la population est assez large pour rétablir la crédibilité de ces conseils, se prendre un officier indépendant qui doit être mieux placé comme le vérificateur général de le faire. Merci. Merci beaucoup, M. Rotrand. M. Parenteau. Merci, M. le Président. C'est une motion qui est cousue un peu de fil blanc, je vous dirais, dans la mesure qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans, on part sur des présomptions en disant, ben, on s'en va là, puis finalement, on ne fait pas les 5 centres. On n'a jamais dit qu'on ne ferait pas les 5 centres. Là, on y va avec une phase 1, comme je l'ai répété. Le processus a été suivi de long en large depuis le début de ce projet-là. On parle
on fait l'exposé à partir de 2009. 2009, on est rendu à 2019, ça fait 10 ans. Il y a eu des ajustements qui ont été faits. Chose certaine, c'est que l'administration en place a une vision claire de ce qui est de développement durable, une vision claire d'accès sur l'environnement et s'assurer de valoriser les matières sur pour l'ensemble des Montréalais et l'ensemble du territoire montréalais. Depuis 2009, il ne s'est pas passé grand-chose à part de tergiverser, de relancer, de revenir, de retourner. On retourne. Novembre 2017, l'administration tombe en place. On est en mars 2019, un an et demi après. Un an et demi après, on pose des gestes concrets pour ce qui est du développement durable. On prend ce qui était fait avant, on continue et on persiste et signe de dire que nous, on fait un virage vert, on va vers le développement durable et on s'assure de traiter nos matières telles qu'étaient décidées par le PMGMR à l'époque et le plan directeur pour s'assurer qu'on puisse prendre nos matières, pas les envoyer sur la couronne sud, pas les envoyer sur la couronne nord, mais les gérer in situ sur l'île de Montréal, tel qu'était demandé. Maintenant, au niveau des coûts, vous parlez la projection, entendu que les coûts de l'ensemble se chiffraient à 199 millions en 2010. Là, on lance des chiffres, puis on dit, ça changeait de tel plan. Mais le projet, il a aussi évolué avec le temps. Le projet a changé. Quand on parlait de Saint-Laurent, le projet est plus grand. Ben oui, il est plus grand parce qu'on a eu des consultations publiques qui ont fait en sorte qu'on ait écouté la population, on s'est assuré, et dans l'administration précédente qu'on l'a fait, puis c'est tout en notre honneur d'écouter les gens. Puis de dire, écoutez, les gens, ils voulaient s'assurer qu'il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit. Les camions rentrent en dedans. La boîte est plus grosse parce qu'on s'assure de bien traiter et surtout respecter l'environnement qui entoure le centre de tri, le centre de compostage de Saint-Laurent. Alors, le projet a évolué. Tout a été respecté à la règle dans le processus. Les évaluations, au début, ils représentaient quelque chose. À Montréal, tout est un projet pilote parce que la quantité, la somme du projet est tellement plus gros qu'ailleurs. C'est certain qu'il y a une différence. On parle beaucoup, Monsieur Rotran, vous comparez Québec, Montréal, c'est deux choses différentes. On parle de biométhanisation, compostage. Ici, on parle d'un projet de compostage simplement. Pourquoi qu'on fait du compostage simplement? Parce qu'on a des résidus verts qui sont des feuilles, des arbres, des branches d'arbres qu'on n'envoie pas dans la biométhanisation. C'est pour ça qu'on fait le centre de compostage. La biométhanisation, on va suivre immédiatement après et on va s'assurer qu'on va valoriser la biométhanisation. Pourquoi? Bien, justement pour assurer d'avoir du gaz naturel renouvelable qui est une source fossile ou qu'on n'a pas d'impact, dans le fond, qu'on va chercher dans le sol de la Terre. C'est pas combustion, c'est pas un carburant fossile, mais plutôt généré et renouvelable. Alors oui, on a cette vision-là pour alimenter nos gros cylindrés de la Ville de Montréal. Alors on a une vision, un plan clair pour l'avenir en développement durable. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise avec ce projet-là, qui est progressiste, qui est bon pour l'ensemble des Montréalais. Oui, il a coûté plus cher qu'au prévu, mais en fait, ça représente le prix du marché actuellement. On a fait un pas de recul malgré tout ça pour s'assurer qu'on était encore dans le bon processus, s'assurer que les gestes qu'on posait étaient bons. Chose certaine, il fallait cesser d'enfouir nos matières. Ce potentiel-là de compost, aujourd'hui, qu'on va réutiliser à bon escient, on l'envoyait dans la terre, 50 000 tonnes par année qu'on envoyait à l'enfouissement et qu'on payait pour enfouir entre 60 et 65 $ la tonne annuellement, qu'on n'enverra plus. Ça aussi, il faut le déduire du montant. Alors, pour ce qui est d'atteindre des objectifs, on se doit d'atteindre ces objectifs-là et on se donne surtout les moyens de le faire. L'autre aspect, c'est tantôt dans l'argumentaire de M. Miele, il dit une personne qualifiée et indépendante en parlant de vérificatrice générale. Effectivement, le mot indépendant est très important. Et moi, je me sens très mal à l'aise de commencer à dire sur quoi devrait travailler la vérificatrice générale. La vérificatrice générale choisit ses contrats. Elle est indépendante, comme vous dites. Je suis entièrement d'accord avec vous. Elle a le loisir de choisir ses dossiers. C'est à elle de le faire et c'est pas à moi de lui dire sur quoi elle va travailler ou non. Et la même chose pour le bureau de l'inspecteur général. Alors, je protège et je vais défendre les institutions sur lesquelles on nomme des gens compétents et indépendants. Et juste sur ce point d'indépendance, je pense que déjà là, la motion fait fausse route en disant quoi faire à quelqu'un qui devrait assumer son indépendance pleine et entière. Et ce n'est pas le cas quand vous venez vous immiscer dans les affaires de la vérificatrice générale. Alors, pour moi, c'est important. Puis le conseil municipal, directrice générale, Mme Galipo, vérifie l'ensemble des stratégies de le plan d'affaires visant la création des centres de tri. Là, on va demander à la vérificatrice générale pour valider si c'est la bonne affaire qu'on fait
pour le développement durable de la Ville de Montréal. Tantôt, M. Perez disait l'importance. Tantôt, on parlait, là, vous vouliez avoir les subventions de 500 000 et plus en disant c'est important de respecter le partage, l'imputabilité des élus. Bien, c'est ça qu'on fait là, dans ce dossier-ci. On a une imputabilité d'élus et c'est à nous à décider de la stratégie, de la vision qu'on a comme Montréalais puis comme élus. On est imputable de cette vision-là, de la défendre, de s'assurer qu'elle est bien faite. À chacun ses rôles. La vérificatrice générale va enquêter ou assumer, dans le fond, la stratégie qu'on a prise en place, si elle le veut bien, mais ce n'est pas à moi de lui dire, et c'est surtout pas à l'opposition. Et les élus vont regarder les dossiers qu'on lui amène à s'assurer de dire est-ce que c'est la bonne chose pour les Montréalais ou les Montréalaises, et je crois que oui. Alors, pour toutes ces raisons, je demanderai aux élus ici de voter contre cette motion qui, dans le fond, ne respecte pas l'institution de la vérificatrice générale. Merci beaucoup, M. Parenteau. Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Perez, s'il vous plaît. Parfait. Oui. On n'a pas beaucoup entendu d'arguments convaincants pour ne voter contre cette motion. Je pense que les faits sont très simples. Tout le monde reconnaît qu'il y a un défi majeur. Personne ne remet en question la gestion des matières résiduelles. Tout le monde reconnaît que ça va coûter de l'argent. La question est, devant les contrats, le contrat qui a été soumis pour adoption le mois dernier, est-ce qu'on est convaincu que c'est dans le meilleur intérêt des Montréalais d'aller de l'avant avec ce contrat et avec apparemment une nouvelle stratégie? Comme M. Marvin Rotran l'a souligné tantôt, lorsqu'on compare des contrats qui sont octroyés dans d'autres villes au Canada et aux États-Unis, qui vont pouvoir produire un tonnage équivalent ou supérieur, et que ces mêmes usines coûtent 75 à 50% moins cher, je pense qu'il y a un questionnement. Il y a un questionnement qui est tout à fait pertinent à poser. On a eu une séance d'information. On a posé des questions à cet égard-là. Ils nous ont dit que c'était 27% plus que nos estimés. Ouais, mais comment ça se fait que ça s'explique? C'est tellement de variations avec d'autres prix. Ben, c'est des choix qui sont faits. Ce n'est pas convaincant, ce n'est pas vraiment des détails auxquels on peut vraiment être convaincu et accepter pour dire on en a pour notre argent. On parle de 175 millions de dollars de contrat, on parle du 4 millions de VSP, on parle du 19 millions en frais d'expropriation, rien que pour une usine. Le modèle est questionnable, mais disons que c'est un enjeu. Les objectifs, on les connaît tous. On connaît tous les obligations en vertu de la loi. Mais lorsqu'on parle de plus ou presque de 600 millions de dollars à terme, et il n'y a pas de fin en vue, on se pose des questions. Ce n'est pas un manque de respect ni au service de l'environnement ou à d'autres élus, mais on a le droit de poser des questions. Et moi, je pense qu'on aurait pu peut-être avoir une partie de cela si effectivement on aurait eu la plénière publique, où on aurait pu poser des questions au service de l'environnement, sur la place publique, pour que ça fasse partie des procès-verbaux de ce Conseil. La séance d'information, c'était intéressant. Ils nous ont donné beaucoup d'historique sur les 45 minutes de présentation et 15-20 minutes de réponse. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient parler, prendre la parole, et qui aimeraient avoir le mot à dire pour devenir des élus en devenir. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Alors, pour revenir à la motion, je pense que lorsque on pose des questions il n'y a pas de plan d'affaires réel, maintenant qu'on a enlevé 3 des 5 usines, et on a donné un mandat au service de revenir avec une nouvelle stratégie, le plan d'affaires ne tient plus la route. On nous dit que les économies qu'on va avoir vont être 40% des kilomètres parcourus des camions.
on va dépenser des centaines de millions de dollars, ça c'est pour toute la stratégie, pour sauver 40% des kilomètres courus, à la place de les envoyer à l'extérieur de la ville. Moi, je comprends, il y a des principes directeurs qui sont l'équité territoriale. On veut une équité également territoriale. Mais est-ce qu'on peut avoir la démonstration que peut-être ça vaut la peine d'envoyer ça à l'extérieur? Peut-être, dépendamment du coût, peut-être il y aura une façon de balancer cet enjeu-là, cet enjeu de CO2. Est-ce que peut-être on devra payer pour ça? Peut-être ça va être un meilleur marché. Mais on n'a pas eu les réponses à ces questions-là qu'on a posées, parce qu'ils n'en ont pas. Le plan d'affaires est à revoir. Donc pour nous, c'est une évidence que la meilleure institution à pouvoir explorer cela, c'est justement la capacité d'avoir la vérificatrice générale pour enquêter. Puis j'ai entendu les commentaires de M. Parenteau, ils sont aucunement convaincants. D'abord, avant que je m'attarde pour la VG, je pense qu'il y a très peu qui a été dit sur la compagnie qui a obtenu le contrat, Suez. Et lorsqu'on peut faire une recherche très simple, on voit que cette firme a eu beaucoup de problématiques avec les différents organismes publics en Europe. Par exemple, en 2009, ils ont eu une amende de 1,5 milliard d'euros en vertu d'un système de cartel. On va dire, ça fait 10 ans, les choses ont changé. 2011, une amende de 8 millions d'euros, pardon. En 2014, enquête pour corruption sur cette même firme-là. Ouais. En 2014, manque d'éthique pour obtenir des contrats reconnus. 2017, un contrat à Casablanca annulé. 2019, le contrat, ils avaient eu un contrat de compteur d'eau, ça fait 15 ans auparavant, et comme par hasard, il y avait une pièce de ce compteur d'eau qui avait une durée de vie utile de 15 ans, et ça devait être changé, ça coûtait 30 millions d'euros à Paris. Alors, moi, je ne suis pas convaincu, ça, je n'étais pas au courant même au mois dernier, lors du vote, mais au contraire, ça vient renchérir la volonté d'avoir la vérification générale, de voir sur la pertinence de cette firme-là. Revenir aux arguments de M. Parenteau sur la VG. Il dit parce qu'elle est indépendante, elle n'a pas sa place. Elle décide de façon unilatérale sur ce qu'elle peut, sur ce qu'elle veut enquêter. C'est vrai, elle a cette latitude, elle a cette capacité, mais vous savez quoi? La loi prévoit qu'un conseil municipal puisse justement mandater le bureau de vérificateur général lorsqu'il le trouve opportun. Ce que M. Parenteau dit, c'est que M. Tremblay, il n'aurait jamais dû mandater le VG pour le contrat des compteurs d'eau. C'est ce qu'il est en train de dire. Avec cette même logique, on n'aurait pas envoyé le mandat de compteur d'eau. Et où est-ce qu'on serait aujourd'hui sans cela? On ne le sait pas. Ouais. Hein? Alors, la question est, les institutions, ils ont leur rôle, ils ont leur place. C'est erroné de la part de M. Parenteau de dire qu'elles n'ont pas sa place. Au contraire, la loi le prévoit. Alors nous, on pense pour toutes ces raisons-là qu'au contraire, on devrait aller de l'avant, on devrait dépolitiser cet enjeu-là, justement en la donnant à la vérificatrice générale pour qu'elle puisse nous revenir avec une analyse en fond et comble, et puis on pourra aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le leader. Madame la présidente, appuyée du président du comité exécutif, Benoît Doré, je demandais un vote à main levée. Merci, Monsieur le leader. Madame la leader. Alors, nous allons demander un vote nominal appuyé de mon collègue Lionel Pérez. Merci. Alors, un vote nominal, on va faire sonner les cloches, ouvrir les portes.
Merci beaucoup. Alors, on va fermer les portes et nous allons procéder au vote. Monsieur le greffier, je vais vous demander le silence pendant le vote, s'il vous plaît. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanu, Monsieur Wallet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Madame Tuillier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downing, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boisvin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bayes, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Pour 23, contre 37, la motion est rejetée. Nous ouvrons les portes. Merci. Alors, nous allons poursuivre dans le chapitre 65. Madame la leader de l'opposition. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, 6505, motion visant à modifier la date de l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville du 21 octobre au 28 octobre 2019. Alors, Madame la Présidente et les membres du Conseil, vous n'êtes pas sans savoir que la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-16 en 2006 qui oblige la tenue d'élections générales le troisième lundi du mois d'octobre, soit 4 ans après l'élection précédente, puis évidemment de 4 ans en 4 ans. Et il se trouve cette année que l'élection fédérale et le conseil municipal d'octobre vont se dérouler tous deux le 21 octobre prochain au même moment. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour le lundi 21 octobre? On veut permettre à tout le monde d'exercer son droit citoyen le plus strict d'aller voter, donc que ce soit les élus, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les citoyens, que tout le monde puisse aller voter. Notre rôle de palier de gouvernement, c'est aussi plus généralement d'intéresser les citoyens à aller voter. L'électeur est au cœur des événements électoraux puisque l'exercice de son droit de vote, eh bien, par son exercice, il vient démocratiquement donner son opinion sur la vie politique, sur les candidats, sur les partis politiques, sur leurs idées et leurs programmes qui peuvent varier. Alors, l'électeur est le personnage central, si vous voulez, du système électoral autour duquel gravitent tous les autres acteurs. Il fait partie prenante des composantes d'un État démocratique. Alors, c'est ce qui fait qu'il est important de pouvoir aller voter le 21 octobre prochain. Et de l'autre côté, c'est aussi notre rôle ici au Conseil municipal
de permettre aux citoyens qui s'intéressent à nos affaires de pouvoir venir au Conseil et poser des questions lors de la période des questions citoyennes. Il serait à ce moment-là tout à fait logique de pouvoir déplacer le Conseil de ville du 21 octobre, de sorte que les citoyens puissent venir en grand nombre au Conseil pour pouvoir poser des questions à la période de questions. Faire l'inverse, Madame la Présidente, ce serait aller à l'encontre de notre but d'améliorer l'accessibilité et la transparence de l'administration municipale, la période de questions étant une des nombreuses mesures que nous avons mises de l'avant à cet effet. Faire le contraire également, Madame la Présidente, ce serait d'aller en contradiction avec l'esprit de la Commission de la Présidence et de son mandat actuel, soit de réformer la période de questions pour pouvoir y intéresser le plus de citoyens possible. Alors donc, notre résolu est tout simplement que le Conseil municipal demande au comité exécutif de réviser la date de l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville du 21 octobre 2019 et qu'elle soit reportée au 28 octobre 2019. Merci. Merci beaucoup, Madame Boivin-Roy. Madame Lavigne-Lalonde. Merci, Madame la Présidente. En fait, je pense que l'ensemble des conseillers et conseillères, maires et mairesses dans cette salle savent que le jour du vote n'est pas le seul moment où il est possible d'aller voter. Il suffit d'aller sur Élections Canada et regarder façon de voter pour voir que nous pouvons évidemment voter le jour de l'élection, que nous pouvons également voter les 10e, 9e, 8e et 7e jours précédents le jour de l'élection, que nous pouvons voter à tout moment à n'importe quel bureau d'Élections Canada à partir du moment où les élections sont déclenchées en remplissant simplement un formulaire, que nous pouvons également voter par la poste à tout moment à partir du moment où la période électorale elle est déclenchée. Donc, je pense que déjà ça parle beaucoup. On n'est pas tenu d'aller voter simplement la journée du vote. Il y a plusieurs autres moments qui viennent justement répondre aux impératifs que les gens peuvent avoir dû à leur travail, leur conciliation, famille, travail, etc. C'est pour ça que ces journées-là existent. Et même ces journées, toute cette période, puisqu'on peut voter à tout moment par divers moyens. Il faut aussi savoir que le conseil municipal débute comme toujours à 13 heures, donc il est possible aussi de se lever, d'aller voter avant d'arriver au conseil municipal. Il faut aussi savoir que de déplacer la séance du conseil, ça veut dire qu'entre deux conseils, donc entre le conseil de septembre et d'octobre, il y aurait un grand nombre de semaines où il n'y aurait pas de séance, et qu'ensuite, entre octobre et novembre, on se retrouve avec un délai qui est beaucoup plus court, ce qui peut engendrer quand même beaucoup de difficultés là, au niveau du suivi des dossiers et de la préparation surtout des dossiers pour les conseils. Donc, je pense que vu qu'on a on a vraiment plusieurs options qui s'offrent à nous pour aller voter, que de faire tous ces chamboulements-là dans la structure administrative, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure solution. Et en terminant, je tiens à mentionner que les normes du travail prévoient que les employés, les travailleurs ont 4 heures dans la journée pour aller voter. Et je pense qu'il serait très malvenu que nous, en tant qu'élus, on s'octroie des privilèges que nous n'octroyons pas aux citoyens. Merci. Merci beaucoup, Madame Lavigne-Lalonde. Madame la leader de l'opposition. Je vais tout simplement rajouter, j'ai bien entendu ce que notre collègue Lavigne-Lalonde nous a dit, mais lorsqu'on va sur le site Élections Québec, alors c'est bien indiqué comme quoi plus de 85% des gens vont voter le jour même du scrutin, donc le 21 octobre prochain. Alors, tout simplement, il ne faut pas oublier les citoyens. Et également, on sait très bien que la journée d'un conseil, nombreux d'entre nous, que ce soit des élus ou que ce soit les fonctionnaires, sommes pris à préparer le conseil. Alors, cette journée-là est une impossibilité. Il est loin d'avoir un automatisme de pouvoir utiliser les journées qui sont précédentes. Mais je réitère que les citoyens ont le droit de pouvoir effectuer autant leur exercice de vote qu'également venir poser des questions à la période des citoyens. Ils ne devraient pas avoir à choisir entre les deux instances. Merci beaucoup, Madame Boivin-Roy. Monsieur le leader, vous levez le micro, alors j'imagine que c'est pour prendre la parole. Bien, c'est pour demander un vote à main levée, appuyé de mon collègue Benoît Dorès sur cette motion. Merci. Monsieur Miele. Monsieur Bissonnette. Ce que je trouve très important, la motion que nous avons faite, c'est la démocratie, c'est l'institution. Il faut penser aux citoyens.
Merci, M. Bissonnette. L'élection, c'est une fois par 4 ans. Alors, vous demandez un vote nominal, M. Bissonnette. Avant la demande de vote, j'ai une réplique sur le dossier. La réplique n'a pas été donnée. Mais mon nom était au tableau avant qu'il ne pose. On vous écoute. Alors, ce que je trouve... Monsieur Miele, donnez-moi 2 secondes. Je veux juste... Je ne veux pas empêcher M. Miele de parler. Là. Moi, j'avais présumé qu'il n'y avait personne, mais la réplique, ce n'est pas le proposant. La réplique revient à un ou l'autre, mais c'est... Allez-y, M. Miele. Alors, ce que je trouve décevant de l'exercice et du débat ici, c'est que s'il y a un objectif avec lequel et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont adopté les lois pour des élections à date fixe, comme on le fait, nous, ici à Montréal, c'est de s'assurer de promouvoir la date afin d'augmenter le taux de participation aux élections. Hein? Parce que l'on veuille ou pas, et Dieu sait combien... Excusez. On peut-tu le dire encore? Dieu sait. Alors... C'est pas anti-parlementaire encore. Non, OK, tant mieux. Une chose est certaine, c'est que la Commission de la présidence, la Ville de Montréal, le service du greffe comme président d'élection met tout en œuvre et tout en pratique pour tâcher de hausser le taux de participation de nos élections municipales. Et si on vient, et là, c'est au niveau municipal, là, on a une élection, on a un exercice aux 4 ans. On sait que c'est un exercice qui est déjà annoncé. L'erreur, admettons-le, l'erreur a été faite au moment de l'adoption du calendrier par le comité exécutif. L'erreur a été faite à ce moment-là. Parce que si quelqu'un avait fait le lien que c'était la date d'élection le 21 octobre, il n'y a personne qui aurait adopté ce calendrier-là. Il n'y a personne qui aurait dit « choisissons cette date ». On aurait très certainement choisi le 28 ou une autre date, indépendamment de la date que l'on propose ici. Okay? Donc, on est en train d'envoyer un signal fort à la population comme quoi notre conseil n'est pas aussi important que l'élection. Parce que, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous envoyez comme message à la population? D'aller voter, de suivre les travaux, de suivre nos travaux, de venir à la période de questions ici, de s'assurer qu'ils peuvent participer à notre exercice démocratique ou à celui qui vient aux 4 ans, à date fixe maintenant, au gouvernement fédéral. Je vous rappelle que nous sommes tous partenaires, indépendamment, que ce soit du municipal, du provincial, du fédéral. Et honnêtement, moi, j'encourage même mes gens à aller voter quand c'est scolaire. Et une chose est certaine, c'est que le taux de participation est bas. Le taux de participation est bas. Donc, pour toutes ces raisons, je ne comprends pas pourquoi on admette simplement que on n'admette pas que c'est simplement une erreur qui a été faite au mois de décembre, au mois de novembre, lorsqu'on a adopté le calendrier. On corrige. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a vraiment aucun mal. Mais de mobiliser des dizaines et des dizaines d'employés qui ont un droit et qu'on me dise qu'ils peuvent aller voter les autres jours, je m'excuse, on a quand même l'obligation de libérer des employés 4 heures de temps. À part le fait que le message que l'on envoie à notre population, c'est de dire, regardez, nous, c'est secondaire de participer à un exercice démocratique et assurez-vous plutôt de choisissez-en un. C'est ça qu'on est en train de dire. Choisissez-en un. Choisissez soit le conseil municipal ou de participer à l'exercice qui est connu aux 4 ans. Et on va contre l'objectif même de la législation qui était celui d'avoir une date fixe. Alors, vous ne voulez pas admettre à l'erreur que le comité exécutif a fait il y a quelques mois, so be it. Mais une chose est certaine, c'est que
le signal est très mauvais. Et je me vois en très mauvaise posture comme élu municipal ensuite de venir encourager nos gens à voter au municipal quand nous-mêmes, on vient donner on vient faire une activité officielle du conseil municipal le jour d'une autre élection générale. Merci. Merci, M. Miele. Donc, je reviens aux demandes de vote nominal de M. Bissonnette. Nous allons faire sonner les cloches. Attendez, Mme le leader. Excusez-moi, Mme. Appuyez par M. Bissonnette. Demandez par M. Bissonnette. Appuyez par moi. C'est bon? Alors, on va faire sonner les cloches et ouvrir les portes. Merci beaucoup. Nous allons fermer les portes. Alors, c'est le vote sur la motion 65.05. Je vous demanderai de garder le silence, s'il vous plaît. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanou, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Madame Tuillier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miele, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Serry, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Bard, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran, Alors, pour 26, contre 34, la motion est rejetée. Nous allons ouvrir les portes. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons dans notre ordre du jour 65.06. 65.06. Monsieur Rotran, à vous la parole. Madame la Présidente, le TTC, le Toronto Transit Commission, avait une mauvaise journée hier, le 25 mars. Comment que je sache ça? Parce qu'ils ont la gentillesse de chaque jour de publier leurs indicateurs de performance, pas toutes, mais les grands indicateurs dans un document sur leur site web, Daily Customer Service Report. Et je dis, il avait un mauvais jour. Leur cible pour service sur le métro numéro 1, Young University, est 96%. Ils atteignent seulement 89% de service.
Sur Bloor-Danforth, il veut avoir 97 il a réussi seulement 90 Il y a des réussites aussi. La ligne 4 Shepherd a eu 99 de services planifiés, qui est mieux que les cibles. Scarborough, pareil. Les autobus n'étaient pas reluisants. Il y a 72 qui étaient à l'heure, même qu'ils ont une cible de 90 Pour les trams, les streetcars, il avait hier une mauvaise journée à 58 on-time service. Mais effectivement, il y a des bonnes nouvelles. Les ascenseurs et les escaliers mobiles ont fonctionné à presque 100 Donc, ça donne un portrait aux usagers de TTC. Madame la Présidente, vous vous souvenez, on a commencé un débat sur cette motion le mois dernier. Ça a commencé avec un désaccord sur Twitter entre un journaliste de Huffington Post et notre cher collègue Craig Sauvé, le vice-président de la STM. Et j'ai été surpris de l'intérêt public dans cette différence d'opinion. Et j'ai dit, mais toute cette information dans les indicateurs de performance, ça doit être public, c'est être public. À ma grande étonnement, même moi n'a pas su que le document qui était donné aux membres du conseil d'administration de la STM, un document d'envers 20 pages qui a toutes sortes d'informations comme nombre des plaintes que la STM reçoit chaque mois, nombre des kilomètres livrés contre nombre de kilomètres planifiés, autobus à l'heure, métro à l'heure, un nombre de clients qui a des retards plus que 5 minutes dans le métro, des choses comme ça. Je pense que la majorité de ces choses étaient déjà publiques parce que quelques renseignements étaient sur le site web. J'ai été surpris d'apprendre que presque pas d'informations est publique et qu'ailleurs, effectivement, les grandes sociétés, comme meilleure pratique, donnent cette information à leur clientèle. Donc, je dois donner mes apologies à Lorraine Lalonde-Lavigne parce que j'ai dit, I'm sorry, notre collègue qui est responsable de démocratie, j'ai dit au dernier conseil que j'ai été bouleversé par l'intervention de M. Sauvé parce que je n'ai pas compris ses remarques où il a dit en réponse à mon argumentation que cette information privilégiée doit être gardée au niveau du conseil d'administration, même que j'ai fait l'argument, c'est presque public partout dans les grandes sociétés au monde et c'est une meilleure pratique reconnue par l'Union internationale de transport public, l'Association canadienne de transporteurs urbains et des autres. Et j'ai dit, je ne crois pas que ça c'est la position de Projet Montréal. Effectivement, ce doit être la position de M. Sauvé. Je dois dire devant le Conseil, I was wrong. C'est la position de Projet Montréal. J'ai croisé M. Limoges cette semaine aux commissions de la présidence. Il m'a dit qu'effectivement, Craig parle pour le caucus. Il n'y a pas de division dans leur caucus. Il vraiment ne veut pas partager cette information qui est publique ailleurs au Canada et dans les États-Unis. Madame la Présidente, le 11 mars dernier, Trajectoire, anciennement connu comme Transport 2000, la plus grande association des usagers de transport en commun au Québec, a adopté à la unanimité une motion qui dit 4 choses. Que Trajectoire Québec invite les 9 sociétés de transport et EXO à fournir leurs indicateurs mensuels de qualité de service afin qu'ils puissent être déposés chaque mois lors des séances publiques de leur conseil d'administration. Que Trajectoire Québec invite les 9 sociétés de transport et EXO à publier tous les mois tous les indicateurs de qualité de service sur le site Internet. Que Trajectoire Québec transmettre cette résolution aux conseils municipaux des villes étant desservies par une société de transport et à la communauté métropolitaine de Montréal pour EXO. Je dépose une copie de cette motion. Sans doute, le greffier a déjà les reçu officiellement. C'est daté 11 mars. Et effectivement, c'est envoyé à toutes les villes. Le Trajectoire a confirmé à moi, il a envoyé ça à toutes les villes qui ont une société de transport. Madame la Présidente,
trajectoire appuie le sens de la motion, mais j'aimerais faire la preuve qu'il y a des autres qui l'ont fait aussi. J'aimerais déposer 2 copies, une pour décembre, une pour février. Je pense que j'ai laissé janvier à la maison, d'un document intitulé Toronto Transport Commission CEO's Report. Ce rapport donne beaucoup plus d'informations que les membres du conseil d'administration de la STM reçoivent de leur directeur général chaque mois. Et ce document est public chaque mois sur le site web de la Toronto Transit Commission. Et c'est utilisé par les élus de Toronto. Toutes sortes d'informations. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 indices de safety and security, 6 indices de ridership ou achalandage, expérience client, il y a une 12aine, on-time performance de chaque ligne, comme exemple, vehicle reliability, moyenne distance, bon fonctionnement, tout ça est publié. Il n'y a absolument rien qui justifie que cette information soit considérée comme confidentielle. Madame la Présidente, j'ai dans mes mains actuellement un document, TransLink, ça c'est le fournisseur de services transport en commun à Vancouver. 2017 Transit Service Performance Review. Ça c'est public. Et dans ce document, vous pouvez lire la performance de chaque ligne d'autobus et chaque ligne de bac à Vancouver. TransLink exploite pas seulement des autobus et le SkyTrain, but also ferry boat services in the Greater Vancouver region. Ce document peut vous dire l'achalandage, on-time performance, crowding, passenger flow, et il y a aussi un document plus étoffé, vous pouvez demander, qui a boardings and passengers descending by bus stop. Je dépose ce document. J'aimerais vous indiquer, Madame la Présidente, il y a beaucoup des autres sociétés en Asie et Europe qui vont beaucoup plus loin. J'ai retiré ma motion le mois dernier parce que j'ai pensé que le ton de débat est devenu trop personnel entre Craig Sauvé et moi. Je veux éviter ça. Si la STM pense vraiment que c'est une bonne pratique de ne pas partager l'information, ça doit être leur point de vue. Évidemment, il y a des autres outils pour celles qui croient qu'effectivement l'information est un droit aux usagers qui payent pour les subventions qui vont de la municipalité vers le ARTM et de l'ARTM dans le contrat de service au STM. Je pense que les Montréalaises doivent cette information et veulent l'avoir aussi. Madame la Présidente, le STM a répondu quelques jours après notre débat de février, disant que certaines informations peuvent être livrées de 2021. C'était dans des courriels envoyés à plusieurs journalistes et cités en quelques reportages aussi. Je ne pense pas que c'est assez satisfait. Il y a quelques élus qui ont fait des demandes d'accès à l'information pour des portions de l'information que je cherche. Et l'STM, dans tous les cas, a répondu qu'ils ont besoin de 30 jours pour répondre à le dépôt d'un document qui est circulé au niveau du conseil d'administration chaque mois. C'est une affaire d'une décision politique. Le document pourrait être livré en 15 minutes. Madame la Présidente, j'invite une réflexion au niveau de le conseil d'administration. Est-ce que c'est, comme je prétends, une bonne pratique ou non? Je pense qu'il n'y a pas des arguments forts contre ce que je demande et je soupçonne que ce n'était pas moi qui ai fait la demande, ça aurait déjà été fait. It shouldn't be a personal type of thing. There should be a thing where the rider's interest is what is paramount. I would invite the STM board to concede the information required or demanded here and begin a dialogue with riders based on this information. Because as I asserted in the last council meeting, more information leads to more informed debate on transit. It's simply that. Riders who are better informed know what to ask, and councillors who have all the information can ask better questions as well. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Raffran. La parole à M. de Souza.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je vais être bref. Ici, on est en train d'avoir un débat sur quelque chose pour lequel il ne devrait pas avoir un débat. C'est l'accès à l'information qui est déposée mensuellement. Une bonne partie de cette information va être rendue disponible à un moment donné. Et cette information, nécessairement, devrait être disponible à tous les membres du Conseil, parce qu'essentiellement, l'STM est, dans un sens, financé par le Conseil municipal. Donc, de se priver des gens de cette information, de la priver des gens d'avoir l'accès, de voir comment l'argent des contribuables pour lequel nous, on vote les montants, chaque conseil, et comment cet argent est utilisé, et quels sont les résultats, mais ne sent pas nécessairement une bataille ou un débat qu'on devrait avoir aujourd'hui. La conséquence de ça va être quoi? On n'aurait pas cet accès, et puis les membres du Conseil, ici, chez nous, chacun de nous qui ne siège pas sur le Conseil d'administration doit faire la demande de l'accès à l'information. Has it come to that? It's pretty ridiculous when you figure that this information is available. We should have access to it, and it's not being made available to us. Donc, je pense que je demande à l'administration de supporter cette résolution qui est là, et avec l'espoir qu'on va passer notre temps sur d'autres choses plus importantes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. de Souza. M. Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais répéter les mêmes choses que j'ai dit au dernier conseil. Effectivement, il y a déjà une politique de données ouvertes à la STM qui a été créée, qui est déjà en vigueur, et il y a des données déjà disponibles sur le site de la STM. On a déjà dit aussi qu'il y a déjà des rapports trimestriels pour suivre le plan stratégique de la STM qui sont mis en ligne, qui vont encore continuer d'être mis en ligne. Également, on a dit déjà, puis c'est un engagement, qu'on allait ouvrir plus de données. Ils vont être mises en ligne et prochainement suivant la politique de données ouvertes. Je sais que M. Rotran veut la présentation de le directeur général de la STM ici au Conseil. C'est pas ça comme ça que ça va fonctionner. On va avoir plus de données et on va les ouvrir correctement. Donc, quand tu mets des données en ligne, tu les ouvres les données, il y a une manière de les faire. Donc, on va les faire, on va mettre en ligne, pas déposer ici au Conseil municipal. On va mettre en ligne pour tous les usagers. Vous allez avoir accès. Ça va continuer cette année. On va avoir plus de données que lesquelles vous avez demandé. Ça va venir dans 4 vagues cette année. Donc, on va faire les trains, les autobus, les stations, transport adapté. Donc, c'est déjà en cours. Je ne vois pas vraiment la pertinence de la motion de M. Rotran. Donc, on va continuer à voter contre parce que nous, on le fait. On va le faire. Pas sur votre timeline et pas le document exactement que vous voulez. Donc, nous sommes sur la bonne voie. La STM veut être à l'avant-garde des données ouvertes. On a déjà des bonnes pratiques, on est reconnu. Donc, on va continuer de ce sens-là. Je sais qu'on n'est pas arrivé au même niveau que, mettons, Toronto sur tout. Montréal n'est pas Toronto, puis on a des données différentes que Toronto. Donc, on va continuer. Ça va être une bonne nouvelle. Ça va être fait, encore, comme j'ai dit, plusieurs vagues cette année. Vous pouvez aller en ligne déjà. Il y a un document sur la salle de presse de la STM pour voir ce qu'on dit par rapport à ça. Puis vous pouvez voir notre politique de données ouvertes. Donc, je vais mettre fin à notre réponse à ça parce que c'est super clair. Ça va déjà dans la bonne direction. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Sauvé. Monsieur Rotran. Bizarre. Now, I've been here a long time. I've heard a lot of bizarre arguments, but this one takes the cake. If I understand, Mr. Sauvé is sort of half running up the white flag. We're not really surrendering. Non, non, on va le faire. On va faire quelque chose. Pas que je peux dire en 6 mois. Regarde, on est plus ouvert et transparent. Je comprends, M. Sauvé fait l'argument que le STM est transporteur en commun distinct. C'est une société distincte, si je puis utiliser ce mot. Distinct des autres grandes sociétés comme le TTC ou TransLink ou les autres, même St. John's ou Halifax ou Winnipeg, qui mettent beaucoup plus d'informations publiques. Je suis prêt de dire à M. Sauvé, je comprends à Toronto, transparence est la valeur fondamentale, pas seulement de le transporteur, mais du conseil municipal, et qui va plus loin que les autres. I concede that. You're right. Toronto's really good, Craig. Really good. Mais effectivement,
à Montréal, vous n'avez pas donné un argument réel autre que vous ne voulez pas le faire. C'est seulement ça. Madame la Présidente, je vais maintenir la motion parce que je veux que le procès-verbal démontre qui vote en faveur et qui vote contre. Je suis convaincu que la population va voir la geste de Projet Montréal complètement incompréhensible, comme le vote sur la dernière motion de changer la date de l'élection fédérale. I don't understand you guys. Et quand il y a une réaction en politique, il y a toujours une contre-réaction. Vous pouvez dire aux gens, nous refusons de vous donner les choses où vous avez droit. L'information qui existe, facile de rendre publique, utile de rendre public est faite par tous les autres et reconnue par toutes les instances internationales comme des meilleures pratiques. Madame la Présidente, je propose, appuyé par Alan de Sousa, d'avoir un vote nominal sur la motion. Merci beaucoup, Monsieur Rotran. Alors, nous allons faire sonner les cloches et ouvrir les portes. Merci beaucoup. On va fermer les portes et procéder au vote. Donc, le silence à nouveau pour la motion 65.06. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanu, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Bodanovic, Madame Tullier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downing, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Merci. Alors, pour 26, contre 35, la motion est rejetée. Donc, nous passons à la prochaine motion. Ah oui, on ouvre les portes, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous passons tout de suite à la dernière motion, 65.07. Monsieur Rotran. Madame la Présidente, quelques collègues m'ont approché qui veulent discuter plus largement avant que ça arrive au parquet de conseil ces motions. Et il y a aussi une collègue qui veut que je vous rencontre pour vous poser quelques questions, dont appuyé par Louis Miranda, je reporte la motion à la prochaine conseil. Alors, oui, nous terminons ici le conseil. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne soirée.